Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de courtage. La guerre de 100 ans du courtage assurantiel bat son plein. Les anglo-saxons envahissent la vieille Europe et rachètent à tour de bras. Forcément, il va y avoir de la concentration, de l'uniformisation, de l'industrialisation sur un secteur que l'on disait marché domestique et pourvoyeur d'emplois local. S'ajoute à cela le phénomène d'une vague de départ en retraite, qu'on connaît dans d'autres secteurs, mais une vague en retraite de courtiers indépendants. Et on a face à nous un monde du courtage qui ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant. Alors, je n'ai pas Jeanne d'Arc sous la main, mais j'ai mieux. Mon invité, c'est Guillaume Revers, le globe-trotteur de l'assurance, mais surtout le super expert du courtage au style inimitable. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric et merci pour cette invitation. Merci à tous, tous ceux qui vont voir cette vidéo, ce podcast. C'est effectivement une révolution qui arrive et je suis impatient d'échanger avec toi sur le sujet. Super. Alors, on va avant tout rappeler ce que c'est qu'un éléphant noir. Avant même de rappeler ce qu'est un éléphant noir, on va faire une petite précision. C'est que peut-être que dans l'émission, on aura des invités spéciaux. Vous savez, alors, les mouettes qui sont à côté de chez Guillaume, mais ça donnera un petit côté vacant, c'est bien. Donc, un éléphant noir. Donc, on rappelle, un signe noir, c'est l'événement imprévisible. L'éléphant dans la pièce, c'est l'évidence qu'on ignore. L'éléphant noir, c'est le croisement des deux, une rupture massive, visible, documentée, mais que les organisations refusent encore de traiter sérieusement parce qu'elles obligent à changer. Bref, c'est le futur que tout le monde voit venir, ou beaucoup de monde voit venir, mais que personne ne... Je suis Frédéric Panchaud, je suis spécialiste des transformations à l'intersection de l'assurance, de la santé, de la protection sociale et des ruptures technologiques. Et donc aujourd'hui, je reçois Guillaume, qui va bientôt se présenter, mais qui, entre autres choses, mais il a fait plein de choses dans sa vie, est le fondateur de Assurtil. Alors, Guillaume, peux-tu nous dire en un mot quel va être l'éléphant noir dont tu vas nous parler aujourd'hui, et puis après te présenter et nous rappeler un petit peu les grandes étapes de ton parcours. Oui, mais pour moi, ce qui est symptomatique d'un marché en évolution, c'est euh, les, les anglo-saxons qui débarquent avec beaucoup de méthodes, avec leur manque d'a priori. Donc, ils arrivent à dégager de tout ça. Et c'est ça qui est très distinctif par rapport à ce qu'on trouve sur les marchés européens, où c'est de l'entre-soi. On voit, voilà, surtout en France, où on ne fait confiance que sur la durée à quelqu'un. Les anglo-saxons font confiance si on fait les choses. Et du coup, ça ouvre un marché qui est complètement incroyable. Ils arrivent avec de l'argent, avec de la méthode, avec peu de blocage. Et ils sont en train de révolutionner le marché de l'assurance, que ce soit les fournisseurs ou les distributeurs. Et c'est un enjeu fondamental. Et je pense que le marché européen n'était pas du tout dans cette optique à un moment. Il a retardé de 10 ans l'obligation de changer, de muter comme l'Europe leur demandait. Les Anglais, qui sont pourtant peu européens, ont pris ce bâton de maréchal pour dire nous, on va le faire. Ils l'ont fait avant tout le monde. Ils sont très riches aujourd'hui, très organisés, et c'est eux qui captent ce marché dans toute l'Europe, même dans les tout petits pays. Ils sont présents. C'est ça, mon éléphant Super. noir. Est-ce que tu peux te présenter, nous faire les grandes étapes de ton parcours et nous rappeler ta riche expérience dans l'assurance? Ah oui, alors moi, ça fait un petit moment que je suis dans l'assurance, ça fait depuis 91. J'ai été salarié, j'ai été inspecteur de courtage. Et c'est d'ailleurs dans une des expériences d'inspection que j'ai eu l'idée de créer ce qui sera quelques années plus tard Assurdeal, c'est-à-dire mettre de la méthode en fait dans les transactions de portefeuille. Parce à l'époque, quand j'étais inspecteur, une de mes prérogatives, c'était de mettre en relation acheteurs-vendeurs. Et je me rendais compte que dans le courtage, on se tape sur l'épaule, on rédige sur un ticket de caisse ou un morceau de nappe, un contrat, et on se transfère le portefeuille. C'était pour moi quelque chose d'assez fou dans un marché pourtant qui est réglementé.
Donc, du coup, j'ai eu, en 99, j'ai mis cette démarche en place dans les transactions pour essayer petit à petit de structurer. Et c'est arrivé, donc, en 2017, où on a mis en place la plateforme, le Bourse au portefeuille, où il y a un parcours entièrement digitalisé et entièrement sécurisé avec des étapes claires. Voilà. Et aujourd'hui, on part en Europe, puisqu'au-delà de l'Assurdeal, on a créé kingkosa.com. Kingkosa, c'est l'évolution d'Assurdeal, c'est-à-dire c'est les mêmes méthodes, puisqu'on se rend compte, on le vit tous les jours, on n'ouvre plus, on ne clique plus sur un email de sa banque, parce qu'on a peur que ce soit du phishing. Donc, du coup, on s'est dit, dans les transactions euh, de portefeuille de courtage, mais aussi d'autres transactions entre professionnels, on fait l'évolution d'Assurdeal sur toute l'Europe avec le site kingkosa.com, où bien sûr, Assurdeal sera présent pour la partie assurance, mais il y aura d'autres aussi, d'autres verticales, bien entendu, pour donner un peu de sécurité, fiabiliser les relations entre personnes sur Internet, voilà, professionnelles. Super, ok. Écoute, c'est très clair. Et effectivement, je pense que il y a à la fois, alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu as à la fois la vision courtage et tu as aussi à la fois la vision Europe, anglo-saxonne, mais un peu plus large, ce qui est aussi très intéressant. Alors, avant de commencer notre pachyderme, le test des décisions, les dilemmes, c'est la rubrique que le monde entier nous envie. En tout cas, je le crois. Voilà, donc je t'ai préparé quelques petites questions. Voilà les questions. Alors, est-ce que tu préfères, quel est ton IA préféré, pardon, ton IA préféré? Est-ce que c'est ChatGPT, est-ce que c'est Claude, est-ce que c'est Gemini ou est-ce que c'est aucune parce que tu tiens encore à ton libre arbitre? Alors, le libre arbitre, j'y crois moyennement, puisque je pense qu'on est influencé de toutes parts à tout moment, mais j'essaie de lutter comme beaucoup. Euh, je suis plutôt aujourd'hui Claude, après tout passer par Gemini et bon, il y en a un autre que j'utilisais un petit peu, mais je pense qu'Anthropic a une vision, une démarche sur la partie texte, en tous les cas, qui est pour moi la plus performante. Et pour les photos, c'est plutôt les images, c'est plutôt ChatGPT qui tient la corde, pour moi. Ok, très bien, très clair. Tu as testé un peu les IA chinoises, DeepSeek, les choses comme ça ou pas du tout? Oui. Il y a quelques Ouais. temps, j'étais sur DeepSeek, parce que pour moi, c'était plus performant que ChatGPT il y a un an et demi. Ils font des progrès tellement révolutionnaires en Chine sur l'IA. Euh, mais comme on est au niveau de l'équipe de développement, on est très Claude, c'est vrai que si on suit les évolutions, honnêtement, tous les jours, on reçoit une notification en disant, tiens, on a révolutionné, on fait 5 fois plus en moins de temps, etc. Il faut changer tous les jours. Ou alors avoir des outils, des agrégateurs d'IA qui permettent de solutionner et d'aller attraper le meilleur de chaque IA. Mais pour l'instant, quoi, DeepSeek, moi j'adore. Hein, la baleine dans un océan de données, j'adore le principe, mais on ne peut pas être partout. C'est-à-dire que l'avantage de Claude, c'est il nous connaît, il connaît très bien Assurdeal, il connaît très bien King Cosa, il me connaît très bien, et on peut échanger. Et du coup, il y a une vraie contrepartie en face. C'est pas simplement écris-moi un texte. Non, on peut lui demander son avis. Ça ne reste qu'un avis. Comme ils disent, c'est de l'IA, ça peut faire des erreurs, comme des humains. Mais si on prend un peu de temps et on échange avec, on peut arriver à quelque chose de très performant, je trouve. Ok, là, je suis d'accord avec ça. Alors moi, je suis plutôt ChatGPT et Gemini. J'ai un peu testé Claude, mais en fait, les retours que j'ai en ce moment du marché, c'est qu'effectivement, les gens ont beaucoup basculé sur Anthropic, sur Claude, et Mm, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Bon, bref. mm. Deuxième question. Si demain, l'AGI, donc l'intelligence générale artificielle existait, quelle serait la première question que tu lui poserais? Alors, moi, je rêve, au-delà de ça, c'est qu'il crée un implant parce que moi, à la base, je suis sourd. Et j'aimerais pour les sourds, j'ai deux neveux et nièces sourds profonds. Hein. J'adorerais qu'ils me trouvent une solution
pour retrouver ce sens qui me manque tant, moi qui adore communiquer. Ça me faciliterait la vie. Voilà, mais je pense, moi je crois beaucoup, j'ai vécu en Asie, je vois comment au Vietnam notamment, mes amis gèrent leur société avec leur mobile. Ils font tout, ils échangent entre les banques, mais à une vitesse incroyable parce qu'ils ont des super apps. Et j'imagine une super app managée par une intelligence générale, ça va être une fusée. Une fusée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur que l'IA remplace l'humain. Mais ça fait, on était client de Watson en 2015. J'étais intervenu pour eux à leur grand-messe. Et Watson et aujourd'hui Claude, ça n'a plus rien à voir. Mais c'était le début. Et moi, j'ai toujours pensé que l'IA, même si elle est très puissante, elle peut, comme la mécanisation dans l'industrie à l'époque, enlever des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée. Moi, pour moi, ça sert à ça, l'IA, et ça va nous donner du temps libre. Et je suis d'accord un peu avec, pourquoi pas un peu d'ailleurs, je suis d'accord avec la vision d'Elon Musk qui dit si il y a un revenu universel, il sera très important parce que on va créer de la valeur avec les robots et l'IA générale. Bon, on verra, hein. Moi, je suis un vieux bonhomme maintenant, mais je pense que si on n'a pas peur de ça, on va se retrouver avec des choses incroyables. Et on parle de pollution de l'IA, mais quand on voit que Elon Musk, notamment, travaille sur les panneaux solaires dans l'espace, les Chinois mettent leurs data centers dans l'océan pour les rafraîchir. Les centrales nucléaires, on a le thérium qui arrive. Je crois que les avions maintenant, qui sont de plus en plus, les petits, électriques, je pense, et la voiture qui va être à l'hydrogène, je pense qu'on arrive dans une époque formidable, de très forte croissance, qu'on n'a pas connue là, sur les 50 dernières années après les 30 glorieuses en France. Il faut, alors, c'est comme dit le patron de Mistral, il faut que les politiques en Europe se bougent et n'aient pas peur de l'avenir et de l'innovation en le réglementant à tout va, parce que l'avenir, sinon, on va aller le passer sous d'autres cieux aux États-Unis ou mieux encore en Asie. Ok, très clair. Je rebondis sur ce que tu disais sur la surdité. Alors, il se trouve que j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je te l'enverrai. Mais il y a eu quelques initiatives, enfin quelques avancées hyper intéressantes sur une modification génétique là, qui ont été annoncées il y a 3 mois, qui remplacent, enfin qui rendent, y compris pour des gens qui sont nés sourds. En Chine, il y a une dame de 32 ans qui était née sourde, à qui on a rendu enfin, on a Mmh. rebranché le câble. Je ne vais pas rentrer dans la Mmh. technique, mais en gros, avec de la génétique. Euh, donc, on voit bien qu'il y a alors, il y a des solutions technologiques pures, voilà, un plan cochléaire, mais il y a aussi des initiatives extrêmement fortes sur le sujet, Mmh. sur la génétique. Et manifestement, on est en train de craquer un peu le truc. Alors, là, on est dans les premières études, mais a priori, ils ont l'air très confiants sur le long terme, donc ce qui est plutôt une super C'est nouvelle. vrai. Ok, dernière question. Alors, je suis un globe-trotter, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, la dernière question, c'est est-ce que tu préfères être le premier cobaye des taxis volants autonomes, notamment en Chine, ou ne pouvoir lire que des conditions générales de contrat d'assurance lorsque tu es bloqué dans un aéroport? Alors, clairement, bon, tu l'auras très certainement deviné, je serais plutôt partant pour le taxi autonome en Chine, mais comme il est équipé d'intelligence artificielle, lui aura lu les conditions générales d'utilisation et m'aura fait une synthèse pendant la durée du vol. Ouais, t'as raison. J'avais vu ça, alors ça me fait penser à un autre sujet. J'avais vu un truc c'était un des projets blockchain. Voilà. Ils avaient fait un truc qui était assez incroyable. Alors je sais plus quel était. Il y avait un armateur, c'est l'armateur danois dont on m'échappe, et qui avait fait un deal avec Microsoft grâce à de la blockchain. Et je sais plus quel était le réassureur. En gros, leur compte tenu dans certaines zones de la difficulté géopolitique.
en fait, le système calculait en temps réel le risque, et notamment les actes de piraterie. C'est pour ça que je Mmh. pense à ça, parce que tu as du transport et du calcul en temps réel. Et ils envoyaient au capitaine en lui disant, bah, si tu continues tout droit, donc tu vas rentrer dans les eaux de je sais pas quoi, de je sais pas quel pays, et ben écoute, t'es plus couvert. Il fallait qu'il se détourne. Bref, je sais pas trop ce que ça donne, cette histoire, Ouais, mais c'est excellent ça. OK. En tout cas, on voit mieux quelle est ta vision face à la tech. Et donc, du coup, on va rentrer dans l'histoire de l'éléphant noir. Je pense que tu l'as bien présenté, mais je vais te redemander de le développer. Et puis, tu vas commencer par nous dire, ce que je vois, c'est que tu nous dises un peu qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des usages, des expérimentations que tu vois? Voilà. Donc, dis-nous tout, on t'écoute. Oui, merci. Effectivement, bah, de toute façon, on voit le nombre de fonds qui rachètent des grossistes. On voit alors, le marché français est un peu protégé sur les mutuelles, et c'est pour ça que l'Europe cherchait à les éliminer. Mais on s'aperçoit que les grossistes sont de plus en plus anglo-saxons. On le mesure chaque fois. Il y a encore Keris qui vient de reprendre Neolian. Et ça, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une menace pour le marché, mais c'est un bienfait. Il y a 10 ans, j'avais écrit sur LinkedIn un article en disant que les grossistes étaient trop petits. Les grossistes, il n'y en avait que deux qui tenaient la corde, qui étaient au-delà des 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, maintenant, on arrive avec des mastodontes, avec April qui a pris un chemin incroyable, qui a fait un virage vraiment détonnant par rapport à l'ensemble du marché. Ils ont pris des risques insensés en se réformant complètement sous l'impulsion des Anglais à l'époque, puis des Américains, avec KKR. Et on s'aperçoit qu'ils sont dans l'internationalisation maintenant, mais sur des verticales très marquées, très fortes. Donc ils ont vraiment anticipé le marché. On le voit avec Kereis et puis Antoria qui évolue aussi dans la même veine. Il y a vraiment une démarche structurante des anglo-saxons. Et pourquoi ça a été possible? Et on le voit avec les grands courtiers aussi. Quand Howden, qui achète dans tous les pays européens, fait la même chose que des fonds comme KKR sur les grossistes. Ils arrivent et ils achètent des courtiers, ils les agglomèrent, et on voit dans le tableau récemment publié des courtiers généralistes les plus importants, on voit arriver des gens, des structures qui n'existaient pas il y a 2, 3, 4 ans. Et par l'agglomération, on les voit prendre, truster toutes les places, les premières places du classement. Donc il y a une accélération là-dessus. Je pense que ça aurait très bien pu être l'inverse, parce qu'on avait des courtiers, des grands courtiers qui étaient puissants, qui étaient là depuis longtemps, qui étaient financièrement bien dotés, bien équipés, gagnaient de l'argent, mais il a manqué de beaucoup d'audace, parce que ce marché est en France notamment, c'est un marché de l'entre-soi où on se parle, on se connaît, voilà, on se rassure. Voilà, je confie à quelqu'un que je connais. Il n'y a pas d'audace de dire je ne te connais pas, mais j'ai vu ce que tu fais. Vas-y, si tu te plantes, bon, machin, si tu es de mauvaise foi, à ce moment-là, attention, parce que je te coupe la tête. Ça, c'est la démarche anglo-saxonne où on fait a priori confiance et on juge au résultat. Alors qu'en France, on fait l'inverse, on dit, bon, si tu as fait 10, 15 ans dans un schéma, à ce moment-là, et que ça tient à peu près la route, on va commencer à te faire confiance. Et c'est terrible parce que ça retarde absolument l'introduction de toutes les innovations que certains pourraient avoir. Je le vois, je suis en contact avec des startups tous les jours, et je vois la difficulté que ces startups ont à vendre à des fonds, bien sûr, quoi, à récupérer des fonds, mais surtout à vendre des institutionnels qui restent sur des certitudes et très peu ont des convictions. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Donc il y a des blocages mentaux, en disant, c'est vraiment c'est des blocages limitants pour beaucoup. Il y a, ça induit une peur de l'innovation, donc du coup on reste sur quelque chose, donc on prend du retard. Et ça, c'est ces trois facteurs, donc le manque de régénération du marché
les blocages et la peur de l'innovation, ça crée un cheval de Troie qui est utilisé par ceux qui arrivent, qui ont, eux, fait leur aggiornamento, comme disent les Italiens, ou en tous les cas, leur révolution culturelle, les Anglais et les Américains, qui arrivent avec de l'argent et qui arrivent, alors là, comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, et ils ramassent absolument tout. Et comme c'est paradoxal, mais les salariés de ces grands groupes qui n'acceptaient pas, parce qu'un salarié en France, il pense être, c'est louable, hein, mais il pense être exceptionnel. Et donc, au niveau du management, c'est un peu compliqué. Dans le système anglo-saxon, c'est le process qui prime. Et donc, ça a été au début un peu compliqué d'appliquer les process anglo-saxons sur une culture individualiste française, mais du coup, ça avance un peu. Et c'est pour ça que les marchés anglo-saxons aussi sont capables d'intégrer sur des plateaux des cultures complètement différentes et que ça fonctionne. Et c'est parce que qui que tu sois, du moment que tu appliques le processus et que ça fonctionne, tu es bienvenu. Au lieu de apporte ta technicité, apporte tes éléments, tes valeurs personnelles, comme on l'a en France. Et du coup, ça, c'est louable peut-être, mais c'est condamnant pour la bonne marche d'une entreprise, en tout cas pour son développement. La preuve, ce ne sont pas les Français qui sont allés envahir l'Europe ou les États-Unis, il y en a eu très peu. Et c'est plutôt l'inverse. Le Channel a été le Guillaume le Conquérant de l'époque, et il est de l'autre côté. Alors, il est arrivé du Royaume-Uni et des États-Unis. Oui, je suis d'accord. Alors, je pense que là, il y a quand même un sujet aussi qui est, les gens ne se rendent pas bien compte du process. Moi, j'ai un cas d'usage, alors qui n'est pas dans l'assurance, mais qui délivre quelqu'un que je connais qui travaillait avec moi dans une SN, bon, bref, on va pas, et qui était spécialiste de SAP, d'abord chez un intégrateur, et qui à un moment, en fait, a basculé, donc un commercial, un super commercial. Et donc, il bascule chez SAP, je le vois quelques semaines après. Et je lui dis alors, c'est quoi le monde SAP? Et donc, en gros, son retour, je caricature un peu, c'est de dire, bah, en fait, chez SAP, t'arrives le matin, c'est des gens qui sont quand même incroyablement bien payés, il faut quand même le dire. Mmh. Il y a un super bouquin, et puis ce qu'on veut, c'est que tu appliques le bouquin. Alors évidemment, le bouquin, c'est un process, hein, voilà. Donc, mais tout est écrit. T'allumes, tu prends ton café, t'allumes, tu fais le mail de bien, bref. Et il dit, ce qu'on veut pas chez SAP, c'est on veut pas le commercial génial qui est capable de gagner le contrat improbable à 5 millions d'euros. Ça les intéresse pas pour une raison Mmh. hyper simple, c'est que c'est des boîtes qui sont cotées au quarter. Donc en fait, ils ont besoin d'un process financier hyper clair de prévision financière. Donc en fait, Mmh. le commercial indépendant génial, créatif, comme tu le décris, ça les intéresse pas du tout parce que il y a trop d'incertitudes. Mmh. Peut-être que si le mec est vraiment incroyable, c'est toujours pareil, hein, l'argent, voilà. Mais je pense qu'effectivement, tu as cette logique de process qui s'implémente et qui est vraiment très, très intéressante. OK. Et du coup, alors ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que globalement, les anglo-saxons, l'analyse que tu fais, enfin, cette image, elle ne concerne pas que la France. Ils sont globalement en train Mmh. de faire une extension et d'uniformiser le marché européen, quoi. Ouais, je pense que c'est eux qui vont être. C'est paradoxal, hein, ils sont sortis de l'Europe avec le Brexit, mais c'est leur impulsion qui va faire que l'Europe va se pan-européaniser à vitesse rapide, alors que les Européens essaient depuis 10 ans de rapprocher, en fait, avec les instances européennes de l'assurance, d'essayer de rapprocher les gammes de produits, les verticales, les piliers, tout ça. Et les Anglais, comme quand ils arrivent, ils sont dans plusieurs pays, finalement, ils essaient de rationaliser. Et puis, ils ont un poids de plus en plus important. Anglais et américains, hein. Quand je dis anglais, c'est les anglo-saxons. Ils seront demain en capacité d'influer sur les instances représentatives, clairement, parce qu'ils ne se limitent pas à posséder les fournisseurs, ils font aussi sur les distributeurs. Donc, ils vont changer le type de risque qu'on va assurer.
c'est immanquable. Donc, il va y avoir une très forte évolution là-dessus. On s'est aperçu que dans les 10 dernières années, les gammes de produits en France, pour reprendre ce marché, se rationalisaient. On avait à peu près la même chose partout. Les comparateurs ont joué ce jeu-là aussi, de dire, bon, ben, comment on fait des produits comparables. Et puis, il y a aussi l'audace des anglo-saxons. Moi, je vis en Angleterre. Quand mon contrat habitation, par exemple, arrive à échéance, quelques semaines avant, je reçois une proposition de mon courtier. Automatisée, sur Internet, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais une proposition. Ils me disent, voilà, vous n'avez pas eu de sinistre, est-ce que vous avez changé quelque chose? Si vous n'avez rien changé, on vous envoie une nouvelle proposition. Donc, tu réponds une première fois à un questionnaire. 2 jours après, il t'envoie une proposition. Est-ce que vous souhaitez renouveler dans ces conditions et dans ces conditions? Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu d'attendre la boule au ventre, le recommandé de son client qui dit je vais annuler parce que j'interroge mon client systématiquement, 100% de mon portefeuille, de manière digitale, et j'écoute ce qu'il a à dire et je lui fais une proposition. Et ce qui stabilise les portefeuilles, hein, vraiment. Tous les ans, on renouvelle. Tous les ans, il n'y a pas de contrat sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Tous les ans, on renouvelle, mais c'est tellement bien fait que du coup, on est tenté de renouveler parce qu'on se dit, bah, ils sont sympas de me demander, ils me posent la question, savoir si j'ai changé ma nature de risque. Et ça va changer les comportements, ça va changer la façon de t'assurer. Alors on voit de toute façon, il y a de moins en moins d'offreurs, de fournisseurs, il y a de moins en moins d'offres en termes de produits, ça se rationalise. Après, la question, c'est quel impact ça va avoir sur les courtiers si tous les courtiers ont les mêmes contrats et les mêmes conditions de souscription. Ça, c'est... Là, il y a une introduction à l'IA qui dit, est-ce que l'IA va faire quelque chose? En Angleterre, on n'a pas besoin d'IA pour avoir eu cette révolution. Est-ce que l'IA va améliorer encore des choses? Pourquoi pas? Peut-être, très certainement. Mais c'était déjà une réflexion sur la typologie de la relation entre le courtier et son client qui a été faite sans IA. Et 100% digitalisé la plupart du temps, parce qu'on voit quasiment plus de cabinets de proximité en Angleterre, par exemple. Alors du coup, est-ce que toi, c'est ton... Donc maintenant, ok, on a compris la vision, les anglo-saxons. Du coup, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. C'est quelle est ta vision sur les équilibres qui vont être bouleversés? Donc tu parles des courtiers de proximité, pour le coup, que tu connais incroyablement Oh. bien. Est-ce que tu crois que c'est un segment qui va disparaître ou quasiment disparaître en France? Ça, c'est le premier point. Les réflexes sectoriels, tu as commencé à en parler, les usages peut-être développer un peu. Et est-ce que tu crois que ça va, par capillarité, aussi toucher, alors ça ne touchera pas les mutuelles et les IP, parce que d'un point de vue capital, c'est pas possible, mais est-ce que des assureurs, en tout cas, pourraient être touchés par cette vague de concentration, ou en tout cas, d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, par la rationalisation des gammes et par le dynamisme en fait de la souscription. Le jour où il y a un Anglais qui fait en France ce qu'il fait en Angleterre, je pense que même ceux qui font de l'assurance directe vont avoir un tremblement dans la façon de faire. Alors, les gros assureurs sont aussi au Royaume-Uni donc, et aux États-Unis, donc ils voient ce qui se passe. Mais c'est pas tellement l'assureur. Alors, l'assureur est un éléphant qui bouge peu. Généralement, les gros assureurs, j'entends. Ils ont du mal aussi à révolutionner les choses. Je me souviens en 2000, non, pardon, en 1992, quand Claude Bébéar a souhaité euh, introduire la notion de franchise dans les contrats d'assurance mutuelle, ça a été très mal perçu par les clients qui se disaient mais non, mais moi je paie, je vais être couvert au premier euro. Alors que lui, il disait si tu prends pas, si tu assumes toi-même, tu fais de l'auto-assurance sur 500 euros, c'était en francs à l'époque, mais l'équivalent par an, tu vas payer une somme ridicule, ton contrat, pour les gros risques, et puis à partir du moment où ça dépasse ce montant. En France, ça n'a pas pris du tout dans les années 90, alors que c'est quelque chose qu'il importait des États-Unis.
et qui avait vraiment du sens, qui recommence à arriver aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a une révolution. Ça va impacter les distributeurs. Ils ne vont pas disparaître, les distributeurs. Oui. Alors, il y en a beaucoup, les tout petits, ceux qui sont à moins de 100 000, c'est compliqué. Ils vont soit se spécialiser sur des niches et passer sur peut-être une partie de conseil, en plus de la partie assurantielle, soit rejoindre des groupements. On est en train de faire un comparateur des groupements de courtiers sur Assurdeal pour aider justement ceux qui sont en place à rejoindre en fait le groupement qui correspond à sa stratégie. Et sinon, effectivement, il y a une course à l'échalote qui est en escalade. Ceux qui font 250 000 sont rachetés par ceux qui font 500. Ceux qui sont 500 sont rachetés par ceux qui font plus d'1 million. Donc, on s'aperçoit que si on regarde il y a 10 ans, le tableau des courtiers millionnaires, où il y avait un peu plus de 100 courtiers qui étaient annoncés comme millionnaires, et donc beaucoup étaient juste au-dessus du million. Aujourd'hui, ces courtiers-là sont à 3, 5, 10, 15 millions. C'est les mêmes, si tu les prends 10 ans plus tôt. Il y a vraiment une évolution là-dessus. Et quand ça avance comme ça, ben, forcément, il y a des fonds qui arrivent et qui disent, tiens, vous seriez vendeur? Non, ben, je vous achète. Pour toi, un fonds, il commence à regarder un courtier à partir de combien de 10 millions? Enfin, ça Ah dépend, non, j'imagine, mais ouais, maintenant, il y a encore peu, ils tapaient à moins de 750 000. C'était compliqué parce qu'ils ont des coûts de due diligence qui n'étaient pas couverts. Mais maintenant, ce qu'ils font, ils achètent des courtiers millionnaires qui rachètent les petits 500, 200, 300 000. Et c'est ça le phénomène d'accélération, c'est que ceux qui font 200, 300 000 rachètent ceux qui font 20 000, 30 000, 50 000, 70 000, ils grossissent, ils se revendent à un courtier qui fait 1 ou 2 millions, qui a un fonds à l'intérieur, et c'est le phénomène de concentration et d'accélération qu'on a anticipé. C'est pour ça qu'on a créé Assurdeal, c'est-à-dire le mécanisme automatisé, parce qu'on savait qu'il y avait énormément, il y a 12 000 ou 15 000 courtiers de petite taille qui, c'est pas péjoratif dans mon propos, qui vont se vendre dans les 3-4 ans qui viennent, et il fallait un outil complètement automatisé. Et j'ai pris l'exemple de ce que j'ai vu au quotidien au Royaume-Uni. Il faut que, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit digitalisé. Sinon, si on ne peut pas vendre un portefeuille de 5 000 euros et gagner sa vie, si on met 3 personnes pour faire l'étude, il faut qu'il y ait de la mécanisation. Donc, ils ne vont pas mourir, ils vont se métamorphoser ou rejoindre des groupements ou alors être absorbés par un très, très gros. Et du coup, pour ceux qui vont être absorbés, parce qu'il y a quand même une petite musique, je vais dire ça comme ça, ou en tout cas, il y a un débat qui est souvent présenté, alors notamment avec l'IA, qui est la proximité, l'empathie, le relationnel. Toi, les gens que tu vois, en tout cas, que tu adresses à travers Assurdeal, c'est la quintessence du relationnel. On parle de gens qui sont implantés localement, souvent depuis des années, j'imagine, dans des territoires. On a une image un peu peut-être d'Épinal du courtier de proximité, mais ces gens-là, donc ce qu'on vient de dire, se dire, c'est que globalement, là, le rouleau mécanique financier anglo-saxon va faire qu'ils vont être absorbés. Bon, au mieux, ils vont se regrouper, mais ils vont être absorbés. Alors, dans des regroupements, on peut imaginer qu'ils continuent de façon coopérative. Je ne sais pas quelle est la forme du regroupement, mais en fait, que ça ne change pas grand-chose jusqu'au moment de la retraite, parce qu'il va quand même y avoir ce sujet-là. Mais pour ceux qui sont absorbés, on peut imaginer que le courtier millionnaire, il va mettre en place. Est-ce que tu crois, par exemple, que les réseaux physiques vont largement disparaître? Est-ce que l'IA va. Voilà. Comment tu vois cette évolution du relationnel, de l'empathie, de la proximité? Oui, c'est un sujet fondamental. Pour moi, la proximité, c'est pas d'être à côté. Parce que tu peux avoir ta banque en dessous de ton immeuble. Pour voir ton conseiller, il faut que tu passes par une plateforme en 08 pour prendre rendez-vous. Donc, de toute façon, la proximité, ça ne peut pas être une proximité géographique, c'est une proximité de disponibilité, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut, ou répondre au téléphone, ou rappeler très vite.
et pas laisser sur son répondeur 5 jours avant de répondre. Ça, pour moi, c'est la vraie proximité. Il existe des initiatives d'un courtier, il y en a plein, mais il y a un courtier qui grossit. Il s'est dit, je suis dépassé par le nombre d'appels et je ne peux pas mettre en batterie, le terme n'est pas trop joli, mais avoir 5-6 personnes pour répondre. Il a développé un outil pour recevoir avec l'IA les appels et répondre aux questions les plus basiques, celles qui reviennent régulièrement. C'est quoi mon contrat? Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que je peux envoyer mon truc? Et c'est un outil que je recommande aux courtiers qui ont une certaine taille, même si je ne suis malheureusement pas actionnaire de cet outil, mais je trouve que c'est incroyable parce que pour quelques centaines d'euros, vous avez l'équivalent d'un ou d'une ou deux personnes en plus dans votre cabinet. Vous augmentez la satisfaction client et vous améliorez l'expérience utilisateur avec quelque chose qui fait sens. On parle de l'IA en permanence, à quoi ça sert, etc. Mais ça, clairement, ça donne un niveau de satisfaction par de la proximité téléphonique parce que c'est de la disponibilité 24 heures sur 24 à ce courtier. Je ne sais pas si je peux le citer, mais franchement, je trouve que l'initiative qui émane d'un courtier, je trouve que c'est Je vais le génial. citer, hein. C'est toi C'est qui le fais tout. Vicora, Vikora.io ou IA, je ne sais jamais. Mais et en plus, il y a un petit module où on peut vérifier si on va gagner de l'argent avec, si on va économiser, en fait, si ça va nous éviter les coûts. Et j'ai trouvé son initiative partant d'un courtier qui a beaucoup de clients. J'ai trouvé ça génial parce que c'est très pratico-pratique. Voilà. On répond à un vrai besoin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Pardon. Salut, j'ai quelques secondes pour vous dire que vous devez absolument vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mais aussi et surtout vous inscrire à la newsletter dans les commentaires. Parce que mon contenu, c'est de la dynamite. On l'a bien vu, tu nous as expliqué, tu nous as convaincus. Alors maintenant, je suis dirigeant. Donc, je suis dirigeant d'un assureur ou je suis dirigeant d'un courtier. Je vois arriver ce pachyderme, cet éléphant. De ton point de vue, c'est quoi les questions à mettre à l'ordre du jour de mon COMEX? C'est quoi les questions à me poser lundi matin? C'est quoi les questions à me poser sur les 6 prochains mois? Comment est-ce qu'on se met en ordre de marche face à cette nouvelle réalité qui arrive? Ouais, alors déjà sur la distribution, pour tes rapports à ta distribution, il y a une chose qui manque terriblement dans l'assurance, et c'est de s'impliquer dans la partie conformité. Tu as des gros assureurs qui disent, moi je travaille plus avec les courtiers parce que je n'arrive pas à contrôler la conformité. Donc il faut, à un moment donné, il faudra qu'il y ait une plateforme, comme il y a eu Primonial dans le patrimoine, qui permettait de gérer les audits des patrimoines de chacun des clients. Il faut qu'il y ait ça, c'est-à-dire un intermédiaire. Comme il existe des plateformes de gestion, il y aura une plateforme, à mon avis, qui existera pour les IAS aussi, où il y aura du monde pour gérer tout ce qui est conformité et gestion de la relation client, écoute des appels, etc. C'est-à-dire de rassurer le courtier. Le courtier redeviendra premium dans la relation. Tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'ils vont disparaître, etc. Aujourd'hui, ils font de la gestion. Ils font de la gestion. Demain, s'il y a cette plateforme intermédiaire, je ne sais pas si tu entends, mais il y a des mouettes anglaises qui saluent ton auditoire. Bon. Alors, j'ai pas entendu, mais bon, tant pis, on aura tenté la boîte anglaise. Donc, non, je pense que ça manque beaucoup et que les gros assureurs qui, au lieu de dire non, je ne travaille pas avec toi, devraient miser, et il y a EDI Courtage qui pourrait le faire, ça, par exemple, de mettre du monde et de raccorder. C'est le groupement summum, premium. Parce que là, tous les gros assureurs seraient rassurés sur le fait qu'il y a un contrôle sur chaque dossier qui passe. Au lieu de faire des audits en permanence et de virer les courtiers quand ils ont fait une erreur sur un dossier, là, ils contrôleraient, ils auraient la main mise sur une structure, ou la main mise, en tous les cas, un regard sur une structure qui va contrôler 100% des dossiers. Là, c'est bon pour tout le monde. Le client va être sûr d'avoir quelque chose de conforme, de bien mené. L'intermédiaire ne prendra plus de risques personnels ou professionnels, mais sur son activité, et les assureurs seront rassurés.
cas, pour moi, ça va être, c'est vraiment la plateforme à inventer pour le futur. Comme moi, avant que Primonial n'existe, j'avais imaginé avec Anderson Consulting, qui est devenu Accenture, le, cette plateforme pour les gestionnaires de patrimoine. Ça s'appelait Arson à l'époque, avec un nom qui a mis le feu. Mais Primonial a pris exactement ce marché 2 ans plus tard. Et c'est, à mon avis, le Primonial de l'assurance que j'essaie de monter, ou en tous les cas, de convaincre des assureurs de monter ça. Ça fait une dizaine d'années que j'en parle. Je pense que ça arrivera un jour. Et c'est le seul moyen par exemple, pour un groupement, ça peut être un groupement qui dit, tiens, au lieu de juste vous donner accès à des produits, je vais vous donner accès à de la méthodo et on va le faire pour vous. Et vous payez un peu plus de cotisation, mais on s'occupe de tout ce qui est back-office, middle et back-office. Ça serait topissime de se porter contrepartie vis-à-vis des assureurs qui ont un niveau d'exigence, parce que même ces gros assureurs, parce que les groupements ne font pas ce travail-là, sont en train de se poser la question de savoir s'ils vont les garder comme distributeurs, même les groupements. Donc, quand tu es courtier indépendant, tu rejoins un groupement pour avoir des codes, et si les assureurs commencent à réfléchir à ne plus travailler avec certains groupements, c'est un problème. Voilà. Donc, je pense qu'il faut du service. On ne peut pas donner des règles et pas donner les outils. C'est ça la synthèse. Ok, très clair. Est-ce que tu as une perception, une idée, une vision sur, parce que notamment il y a des velléités de créer des nouveaux réseaux d'agents, je pense à Mmh. Malakoff qui se lance Mmh. là-dessus. Comment tu analyses ça? Tu penses que c'est une initiative restreinte, enfin, sans juger l'initiative, hein, mais qui est propre à Malakoff, ou est-ce que tu penses que c'est une réaction et que ça pourrait se diffuser et que d'autres pourraient avoir cet avis? Ceux qui ont des réseaux d'agents se battent chaque jour déjà pour trouver des agents, pour les former, pour les installer. Il y a un taux de désistement qui est assez important. Il y a beaucoup de courtiers qui, après 2, 3 ans, beaucoup d'agents qui deviennent courtiers, qui sortent du marché pour faire autre chose. Je ne pense pas que ce soit l'avenir. Alors, l'agent par rapport au courtier, lui, c'est le vrai agent de proximité, puisque lui, il a une boutique avec flagué à la marque de sa mandante. Hein. C'est essentiellement pour ça que les réseaux existent, ces réseaux d'agents, c'est que ça fait de la pub partout. Dans toutes les villes, on voit les marques, les bureaux des agents. Mais il y a beaucoup de personnel dans les agences et c'est pour ça qu'ils ont une très bonne rentabilité aussi, paradoxal, mais rentabilité, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de gestion qui est plutôt de bon niveau dans la relation client sur du particulier notamment ou du petit pro. Je pense que rajouter des agents sur le marché, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à créer un réseau de courtage. Je pense que c'est plus par dépit, pensant tenir un peu plus les collaborateurs, parce que pour moi, les agences, c'est une relation, c'est pas vraiment indépendant. Donc, peut-être ils se sont dit, gérer les courtiers, c'est compliqué, ça coûte cher. On va essayer de monter des agences, mais je pense que c'est avec une quinzaine d'années de retard, pour moi. Ok, très clair. Super. Bah écoute, merci Guillaume. C'était une plongée dans le monde du Merci à toi. courtage très intéressante et je pense qu'elle sera écoutée par les spécialistes du secteur qui ne le diront pas forcément, mais qui l'écouteront vraiment. Pour finir, je suis un vieux podcasteur, enfin, voilà, et donc je remets à l'ordre du jour la fameuse rubrique qui existait pour ceux qui ont connu les premiers premiers podcasts sur les recommandations. Donc, je t'ai demandé si tu pouvais nous recommander un livre ou un contenu, une newsletter ou autre, en rapport ou non avec le courtage. On t'écoute. Alors, pour moi, c'est surtout en rapport avec le sujet du jour, c'est l'Iliade. Parce que l'Iliade, ça démontre de manière très violente que rien n'est acquis. Et que tout à l'heure, je parlais de cheval de Troie par la passivité de certains dans le métier.
notamment chez les gros acteurs. Hein. Là, je parle les décideurs, les acteurs qui font le marché, qui mettent en place des chevaux de Troie en cascade sans s'en rendre compte. Donc voilà, l'Iliade, je pense que c'est à lire et relire pour se refaire une idée d'attention, ne pas rester sur ses acquis et se remettre en cause rapidement. Voilà. Alors c'est sûr que Ok, très bien. c'est pas un livre d'actualité, hein, je suis désolé, c'est pas Elon Musk qui l'a fait, mais Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est un grand classique. Et d'ailleurs, je crois que c'est Nolan, hein, qui sort le film. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, mais bientôt. trois. Ok. Dans ton radar, est-ce que tu as une personne, une newsletter, une organisation que toi tu suis pour l'actualité et qui te paraît particulièrement intéressante? Alors, moi, je suis désolé, hein, je bifurque à chaque fois, mais pour moi, je regarde nos enfants, mes filles, mais aussi les enfants, parce qu'ils me dépassent généralement. Je suis toujours surpris, mais c'est pour comprendre l'agilité, la rapidité des changements. On est souvent dans des conflits intergénérationnels et on dit, mais s'ils partent comme ça va être n'importe quoi à la fin, ils vont pas trouver de job. C'est ce que nos parents disaient de nous, avec moins d'ampleur, parce qu'on était beaucoup moins indisciplinés que les générations qui nous suivent. Mais moi, les meilleurs éléments d'évolution, c'est de voir ce qu'adoptent les jeunes. Et on se rend compte qu'à chaque fois, nous, on arrive sur TikTok, ils sont déjà partis sur un autre. Ils sont, ils sont en avance sur la manière de consommer la technologie, etc. Et pour eux, la technologie, c'est tellement natif que ils ont, voilà, tout est évident. Ce qui nous crée des craintes chez les décideurs et les gens de pouvoir, pas pour moi, mais pour les gros décideurs, pour eux, c'est une évidence. Et je pense qu'on devrait tenir compte de ça beaucoup plus, plutôt que de dire ce sont des nuls, ils ne savent pas travailler, ils n'ont pas envie de bosser, machin. Je pense qu'ils ont déjà l'avenir en tête, et notamment avec l'intelligence générale, comme tu disais tout à l'heure. Eux vont savoir l'utiliser et en tirer profit. Ouais, c'est super intéressant. Pour la petite histoire, là, je suis en train d'essayer de recruter, enfin, dans les invités à venir, j'ai targeté deux, trois très jeunes professionnels de l'assurance, donc 23, 24 ans, parce que ce qui m'intéresse dans la conviction, c'est aussi le regard des jeunes professionnels de l'assurance. C'est-à-dire de se dire, OK, comment est-ce que eux, ils voient les choses? Parce qu'en réalité, on peut dire ce qu'on veut, ils vont quand même conduire une partie de la révolution du marché, enfin des évolutions du marché en tout cas, ils vont y contribuer. Ok, très intéressant. Et je rajoute juste que alors là, c'est pas Vas-y. mes enfants, l'âge de mes enfants, mais c'est la génération intermédiaire. C'est quand tu vois des grands succès dans l'assurance. Alan, par exemple, ce sont des gens qui venaient des sièges d'avion. Ouais. Mais c'est pas le seul. Tu en as plein qui ont débarqué dans l'assurance comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Ils se sont dit, je n'y connais rien dans l'assurance, et donc tant mieux, je vais partir sans a priori. Ce que je disais tout à l'heure sur le comportement des Anglais, généralement. Ils n'ont aucun a priori. Et c'est cette révolution-là, Alan, c'est vrai que ça a été compliqué, ça a été long, ça a été machin, parce qu'en plus, il a fallu qu'ils se battent contre les acteurs historiques. Mais ce sont des gens qui arrivent d'un tout autre milieu et qui font des choses complètement différemment. Et ça fonctionne. Ça finit par fonctionner. Ouais, je suis d'accord. Ok, très clair. Alors, les relais. Est-ce que tu pourrais me conseiller deux invités qui pourraient être d'excellents invités pour Éléphant Noir? Alors, moi, j'ai aimé une personne avec qui j'ai bossé et qui m'a épaté, qui m'a initié à Internet, qui m'a donné envie de me dépasser, qui a pas été très, quoi. Il m'a toujours bousculé positivement. On a toujours franchement un rapport de confiance. C'est Daniel Collignon qui était, quand je suis rentré, le DG de la Fédération continentale, puis Generali Patrimoine, et qui a insufflé Internet au sein de Generali, même
contre les actionnaires de Generali. Il avait 10 ans d'avance sur la vision, je me souviens très bien. Quand le tourisme faisait de l'assurance et du voyage sur Internet, et personne d'autre n'y allait, et il disait mais l'assurance c'est pareil, c'est dématérialisé, donc il faut aller sur Internet. Il a été le premier à le faire, à faire confiance à des courtiers et à miser. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il avait déjà révolutionné l'assurance vie au travers des fonds euros, puis après des fonds, je sais plus, je connais plus le nom, mais l'évolution du fonds euro par la suite quand il est parti chez Spirica. Voilà, lui, je pense c'est vraiment un monsieur de l'assurance. Il est très très bon dans ses démonstrations, c'est vraiment vraiment excellent. Et il a révolutionné plusieurs choses, l'assurance sur Internet en France et l'assurance vie. Donc, pour moi, ça serait vraiment un éléphant noir parce qu'il s'est battu toujours contre tout le monde parce qu'il avait 10 ans de vision d'avance et dans des secteurs comme l'assurance, arrivé dans un conseil d'administration et j'ai participé à quelques-uns en tant que représentant des inspecteurs à l'époque. Il était plutôt, il avait des opposants en face. Voilà. Il a fallu qu'il soit l'éléphant noir, l'éléphant dans le magasin. Et le deuxième. En tout cas, tu me le vends bien. Tu me le vends même très, très bien. Ah non, mais j'ai adoré cet homme. Vraiment, beaucoup en avaient peur parce qu'il parle peu. Quand il a rien à dire, il ne parle pas. Il parle à bon escient. Mais j'ai trouvé son esprit brillant. Voilà, brillant. Et puis dans l'exécution aussi. Et la deuxième personne que je verrais bien, c'est Ralph Rumi, que tu connais, parce que moi, je le connais aussi depuis 20 ans. Il a saisi en permanence chaque génération d'évolution de l'assurance et il a fait un coup de maître à chaque fois. Et il a toujours été au fait de chaque évolution de l'assurance, les comparateurs, les leads, d'abord les comparateurs, et ensuite, et maintenant Achille. D'abord, c'est un mec génial. Humainement, c'est un mec génial. Mais surtout, il a une façon de faire les choses. D'abord, il est en réussite. Je ne sais pas si un jour il a connu un échec, mais moi, j'ai connu chez lui que des réussites. Et parce qu'il est obsédé par le bien faire. Et c'est vraiment un gars que j'adore aussi. Voilà, donc c'est les deux. Alors, c'est vrai que Ralph, il est un peu plus présent sur les réseaux, sur les interviews, les machins, mais je pense il est encore jeune, donc il a encore tellement à faire évoluer que j'aime beaucoup. Voilà. Écoute, je lui dirai qu'on a dit qu'il était encore jeune, et ce sera, je pense, qui le convaincra de venir. Non, mais il est très jeune, il est très bien, Ralph, je le connais effectivement. Celui je le connais plus des réseaux sociaux que je le connais dans la vraie vie, même si on s'est croisés. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Guillaume. C'était super intéressant. Pour te contacter, on peut contacter le site Assurdeal. Je mettrai ton LinkedIn. Excuse-moi, j'ai oublié le nom du nouveau site, mais tu veux me le rappeler tout de suite. Kinkoza, KINKOZA.com. Mais qui arrive en septembre. Qui arrive en septembre, c'est ça. Voilà. Et écoute, merci beaucoup d'avoir consacré du temps à cet enregistrement. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et si vous avez un éléphant noir, vous pouvez me contacter et ce sera avec plaisir qu'on échangera. Merci pour ton invitation et merci à tous. Au plaisir.